capsule vidéo où nous allons discuter des différents systèmes économiques. C'est une section du cours, ou section de chapitre que j'aime beaucoup présenter, puisque on va beaucoup s'éloigner de l'économie typique, où on va utiliser où on utiliserait normalement des graphiques, des équations mathématiques pour discuter de la chose économique. Au contraire, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter d'un aspect connexe à l'économie, soit la discipline de la politique. En fait, ces deux disciplines, la politique et l'économique, sont interreliées, bien que présentées séparément dans vos cours ou en général. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, si on regarde l'histoire de la pensée économique, bien avant de la fondation de la discipline avec Adam Smith en 1776, 76-74, les économistes étaient bien souvent des politicologues, même des philosophes, donc surtout au siècle des Lumières. Donc, il n'y avait pas vraiment de poste, pas de poste, mais de discipline économique en soi. C'était beaucoup plus des politiciens, c'était des avocats, c'était des médecins même à quelques occasions qui discutaient de la chose économique et qui, par des faits, discutaient également de la chose politique. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que ce dont nous allons parler, c'est les différents systèmes économiques qui existent. Il y a différentes façons de les classifier. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est toujours autant pertinent d'en discuter puisque ça nous permet en fait de voir avec quelles lunettes les sociétés aujourd'hui vont regarder le système, ou plutôt le fonctionnement de l'économie en général. Donc, qu'est-ce qu'un système économique? C'est une façon que la société choisit, donc c'est un choix politique. Comment on a choisi d'organiser les moyens de production, donc qui possède par exemple les usines? Est-ce l'État? Est-ce les personnes? Est-ce un regroupement de personnes, des communautés? Comment est-ce qu'on va distribuer aussi la richesse qui est générée à partir de la production? Je vous rappelle que le PIB mesure l'accroissement de la richesse provenant d'une activité de production, donc d'une création de biens et de services. Et l'autre question auquel le système économique va pouvoir répondre, c'est comment est-ce qu'on la redistribue, cette richesse? Est-ce qu'elle appartient à une seule personne ou au contraire, elle est distribuée à part égale à travers tous les membres de la population? Et en général, quand on va parler de classification ou d'organisation des systèmes économiques, ces systèmes-là vont différencier, vont être différents par rapport à un à trois principaux critères, soit l'importance accordée au marché, donc quel va être le rôle des marchés au sein de l'économie, quel va être également le rôle de l'État, appareil très important dans une société, et à qui appartient les biens, les moyens de production, donc les usines, le capital, la machinerie, qui les possède? Est-ce l'État? Est-ce les agents privés ou un mélange des deux? Donc, c'est surtout sur ces trois principales questions-là que les différents systèmes économiques vont se différencier. Dans les diapositives qui vont suivre, avec les quelques vidéos que je vais vous recommander dans votre plan de travail, vous allez voir différents systèmes politiques qui ont leur mérite, mais aussi leur place à travers l'histoire. Parce qu'un point que j'ai pas précisé ici, mais qui est vraiment important, c'est que le système politique qu'on va mettre en place va être beaucoup dépendant du contexte historique dans lequel il se situe. Donc, il ne faut pas oublier que l'histoire, que le temps va expliquer certaines fois, le temps quand je parle de temps de l'histoire, certains choix politiques, certains courants économiques ou politiques. Donc, ayez toujours conscience que ce dont je vous parle, ce n'est pas intemporel, ça va être souvent en lien avec des époques, avec des moments historiques. Donc, pour classifier, on va commencer par polariser, donc mettre deux extrêmes. On va parler de l'extrême gauche ici. Donc, pour ceux qui sont familiers avec ce concept en politique, donc de la gauche et de la droite, on va retrouver également une gauche économique ainsi qu'une gauche, une gauche économique, et on va retrouver une droite économique également, qui ne sont pas, comment je vous dirais, donc, ce ne sont pas des concepts indépendants de la gauche et de la droite politique. Souvent, ils sont ensemble. Donc, on va parler de l'extrême droite. Mais en général, en économie, on ne parlera pas d'extrême, mais plutôt de la droite et de la gauche économique. Économique. Donc, la gauche et de la droite.
Donc, ça va nous permettre vraiment de séparer les choses pour discuter des types de marchés qui existent. Donc, quand on parle de la gauche économique, c'est que généralement, on va qualifier ceci d'économie planifiée. On va parler d'économie planifiée. Pourquoi planifiée? En fait, c'est parce qu'ici, l'État, donc le gouvernement, la collectivité, si on pourrait ainsi dire, joue un rôle majeur. Quand on parle d'extrême gauche, pour ça je l'ai comme barré, on va même aller jusqu'à qualifier où l'État régule, donc gère tout. Donc il prend tout en charge. La production, la redistribution, ainsi que qu'est-ce qui va être produit. Donc on parle, donc ça n'est un extrême, qu'on parle d'économie planifiée. L'État joue un rôle majeur, voire total. Et c'est lui, donc c'est l'État, qui va répondre à la question du comment. Donc, comment les choses doivent être produites. Donc, il va planifier, il va faire ce qu'on appelle des plans quinquennales. Donc, il va faire des plans, des fois c'est sur 5 ans, quinquennales. Donc, il va dire, par exemple, à ses moyens de production, bien, cette année, on va produire 10 000 tonnes de fer, par exemple. Donc, c'est lui qui décide le comment. Le quoi aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va produire et à qui ces biens vont être destinés. Donc, si l'État joue un rôle majeur, ici, ce qu'on va voir, c'est aussi que la place des marchés, donc l'offre et la demande, est faible, voire nulle. Elle est nulle. Pourquoi faible ou nulle? En fait, c'est que puisque l'État décide comment les choses sont faites, quoi est produit, donc quel type de bien, par exemple, puis à qui, en fait, la nécessité d'avoir des marchés pour avoir un prix d'équilibre, avoir une quantité d'équilibre, n'a plus raison d'être. Parce que normalement, comme je vous expliquais dans le cours, plutôt ce que vous allez voir un peu plus tard, c'est que le prix, donc la valeur d'une chose, la valeur relative d'une chose, va dicter la quantité à produire et va orienter ou guider les agents économiques. Je vous donne un exemple fort simple. Prenons le cas du coronavirus et l'arrivée de la pénurie de masques. Donc, tout d'un coup, un bien qui était d'usage commun, comme un masque, est devenu une denrée excessivement rare. Donc, je vais vous le marquer ici, COVID-19, avec la pénurie des masques. Donc, la pénurie des masques, a fait en sorte que sa valeur, donc les prix ont augmenté. Ouf! Puis c'est ce qu'on a vu beaucoup partout, des pénuries de masse dans tous les pays. Qu'est-ce qui est arrivé? On a vu qu'une augmentation de la quantité offerte et même on a vu une augmentation de l'offre au complet. Donc tout d'un coup, tous les agents économiques, pas tout, mais un des agents économiques très importants, les producteurs, ont changé leur ligne de production, ont reconverti leurs usines. Il y a même des nouvelles usines qui sont arrivées, qui a fait en sorte qu'on a vu une plus grande quantité de masques arriver sur le marché. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que le marché, avec son prix qui reflète la rareté relative des choses, a guidé les agents économiques comme une main invisible pour les amener à produire une quantité qu'on juge optimale. Donc, ici, c'est le prix qui joue un rôle très important, tandis que dans l'économie planifiée, il n'y a clairement pas ce rôle joué par le prix. Plutôt, c'est le gouvernement qui aurait incité les agents économiques en leur obligeant à produire, en les forçant, par exemple, ou en les récompensant d'une manière quelconque. Donc ici, c'est vraiment l'État qui va jouer un rôle. Généralement, pour les économies planifiées, il va y avoir différents types de systèmes. Ça va être associé, là, je vais juste effacer ici. Non, décidément, je ne peux plus effacer. Bon, tant pis. Donc, en général, quand on parle d'économie planifiée, ça va être associé à différents systèmes politiques. Donc, ça est une façon de classifier donc, en degré de planification. Ça va être généralement associé au communisme. Donc, le cas extrême, communisme. Non, communiste. Pardon. On va juste effacer correctement. Communisme. Donc, le communisme
provenant du philosophe penseur Karl Marx et de son célèbre auteur du livre Das Kapital, en allemand qui signifie le capital. Donc, le communisme, la forme la plus extrême, je vous dirais, la plus à gauche de système politique, comme je le disais, mais aussi de système économique. Essentiellement, eux, les communistes, ce qu'ils préconisaient, c'est vraiment que l'État, en bout de ligne, donc la collectivité, si on pourrait ainsi dire, donc représentée par l'appareil gouvernemental, devient propriétaire. Donc, la propriété. Puis quand je parle de propriété, c'est qui possède les moyens de production, qui sont les usines, le capital. Mais ici, la propriété, elle est collective. Donc, c'est la société qui possède les moyens de production. Donc, le communisme est une forme vraiment la plus extrême où essentiellement tout ce qui est une économie, tout ce qu'une société, en fait, tout ce qui existe sous un sol, mettons, dans un pays quelconque, appartient à l'État. Dans l'histoire, on a vu quelques États socialistes, donc qui n'étaient pas encore communistes, mais qui allaient le devenir. On peut parler par exemple de Cuba, évidemment de l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc l'URSS, avec la Russie par exemple, et jusqu'à tout récemment la Chine. La Chine qui également se dit un État communiste. Ah oui, j'ai oublié aussi la Corée du Nord. La Corée du Nord, on a également le Vietnam, donc il y a eu plusieurs États dans le temps de l'URSS qui étaient de type socialiste, donc en voie de devenir communiste. Donc, évidemment, aujourd'hui, cette catégorie-là est très peu populaire. Il y a très peu d'États de société qui correspondent. On peut les nommer en fait. Il y aurait probablement Cuba qui l'est encore jusqu'à un certain point. La Chine se prétend être socialiste, mais a fait un très grand virement vers ce qu'on va voir à l'autre côté, l'économie de marché. La Corée du Nord est, tant qu'à moi, possiblement des plus grands États communistes ou socialistes qu'on voit jusqu'à présent. Donc, voilà pour ce qui est de l'économie planifiée. À l'autre extrême, ce que nous voyons, c'est ce que nous appelons les économies de marché. L'économie de marché, ou certaines fois, on va entendre le terme économie capitaliste. Donc, ici, c'est vraiment le miroir de l'autre, littéralement. Donc, les économies de marché, ou dites l'économie capitaliste, elle, en fait, c'est le marché qui va vraiment dicter le quoi, le comment le produire, donc quels moyens vont être mis en place par les entreprises pour, par exemple, produire les masques du coronavirus, quoi, qui, comment et à qui la richesse sera distribuée. Dans un système dit capitaliste, par exemple, ça va être beaucoup reposé sur un système de liberté individuelle. Donc, individuel. Donc, on va parler plutôt de l'individu. Oh, je vais juste l'écrire comme du monde ici, là. Individu. Donc, ici, en général, acquis, dans la question du acquis dans une économie de marché, ça va être souvent, par exemple, ceux qui vont posséder les moyens de production. Ça va être aussi vous, chers travailleurs, si vous réussissez à avoir une compétence particulière, un talent unique, vous allez réussir à obtenir une valeur de travail, donc une rémunération plus élevée que ceux qui ont un talent normal. Donc, c'est vraiment basé sur l'individu, la personne, sa capacité à dégager par elle-même la richesse. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, par exemple, que dans un système capitaliste, ceux qui réussissent en affaires sont ceux qui vont accaparer la grande majeure partie des ressources d'une économie. Donc, marché qui va dicter le quoi, le comment. Ici, je ne réexplique pas, mais c'est une façon de le voir, c'est de reprendre l'exemple du coronavirus avec le marché des masques, où on voit une reconversion massive dans l'industrie. Puis même si vous allez sur Facebook et consulter le Facebook Market, vous remarquerez l'inondation de masques que tout le monde se met à produire à gauche et à droite. Donc, encore une fois, c'est les marchés qui vont dicter quoi produire et dans le comment également. Donc, on parle du comment, par exemple, est-ce que ça va être fait par machine, ça va être des gens sporadiquement dans leur maison qui vont se mettre à en faire. Ça, c'est l'économie de marché, c'est le marché qui va le dicter. Donc, ici, vous comprendrez que la place des marchés, dans le cas extrême, elle est totale.
Donc, dans un cas qu'on parle de l'extrême droite, c'est que, évidemment, l'État n'intervient pas dans l'économie, donc il n'a pas de rôle à jouer, économie, donc il ne doit pas réguler, ne doit pas freiner les libertés individuelles, donc il doit laisser les gens agir, donc le seul rôle de l'État qu'on lui donne, en fait, là je vois que je manque de place, là. Je vais le marquer en haut ici, donc l'État, le seul rôle qu'il doit jouer, c'est de garantir les libertés individuelles, aussi la propriété privée, et le respect des lois. Donc, c'est ce qu'on appellerait un État gendarme, respect des lois. Donc, c'est un État, pas policier, mais c'est un État de police ou de juge qui s'assure simplement que les règles du jeu soient respectées. Donc, la propriété privée, donc si moi je possède un terrain, il n'y a personne qui peut m'en déposséder à moins de procéder par acquisition, par achat ou par saisie. Donc, il n'y a personne qui a le droit d'arriver chez moi avec une arme et saisir ma propriété. Sinon, l'État, donc le gouvernement, va intervenir avec la police. Donc, ici, on comprend également que si l'État garantit les droits de propriété, on va dire aussi que la propriété des moyens de production, elle est privée. Donc, ce sont les individus qui vont posséder les moyens de production et non l'État. Dans un cas extrême, l'État ne possède absolument aucun moyen de production. Donc, c'est même pas à elle de gérer, par exemple, la construction des routes, etc. C'est à l'entreprise privée de le faire. Donc, ça, c'est pour le système d'économie de droite. Donc, ensuite, pour juste compléter, je vais effacer un peu, on va donner un peu d'espace de travail. Si ça peut effacer, voilà. Comme ça, comme ceci. C'est ce que je dis, ça fait, voilà. Donc, on va donner un peu, donc, propriété privée, État n'intervient pas dans l'économie, la place de marché est totale. On va juste mettre un petit peu d'espace. Donc, historiquement, si on regarde les exemples, donc, historiquement, si on regarde les exemples, dans l'histoire, on pourrait parler de la première révolution industrielle. Où on voit une forme de capitalisme excessivement sauvage avec l'industrialisation. Où vraiment, en fait, le marché du travail, le marché du travail, en fait, n'est pas du tout encadré. Donc, il n'existe pas des systèmes, par exemple, comme les systèmes syndicaux. L'État ne régule pas non plus le marché du travail, ce qui a donné place à des abus qu'aujourd'hui on considérait impossible, par exemple, de faire travailler des jeunes de 13 ans dans des usines, même des fois plus jeunes que ça encore, des semaines de travail qui étaient épouvantables de 80-90 heures, souvent dans des conditions misérables où les gens étaient, par exemple, stockés, c'est le cas de le dire, ils étaient stockés par dizaines dans des petites maisons à 4,5. Donc, c'est vraiment pas des belles conditions qu'on voyait. Un pays, maintenant, les États-Unis est, selon mon jugement personnel, c'est pas fondé sur absolument aucune science, est un exemple où le triomphe du marché est le plus important. Et ça va autant avec les bienfaits, comme on voit d'une économie très, très, très puissante, mais également des dérives qui sont possibles, comme la crise économique de 2008, etc. Donc, les États-Unis sont en commun l'État où une société où, encore une fois, on voit un cas très extrême d'économie, de marché, donc une place très, très, très importante au marché, où les décisions sont individuelles et où l'État joue un rôle minime dans la prise de décision, dans l'intervention de l'économie. Donc, nous avons vu jusqu'à présent le système d'économie planifiée, le système d'économie dit de marché ou capitalistique. Et ces deux types de systèmes économiques se différencient par la place qu'ils accordent à l'État et au marché et à la propriété collective. Donc, une bonne question de révision que vous pourrez vous faire vous-même, c'est de vous dire, par exemple, pour l'économie planifiée, quel est le rôle de l'État, du marché et de la propriété.
donc des moyens de production, et classifier les différents systèmes de cette façon. Il en existe un intermédiaire qu'on va appeler économie dit mixte. Donc, l'économie mixte, ça, je vous dis, c'est vraiment, l'économie, d'emblée, l'économie mixte, c'est quoi? En fait, c'est un mélange de l'économie planifiée et de l'économie de marché. Et c'est le système actuellement le plus populaire. Je crois que c'est, dans votre manuel, ils disent que c'est près de 80% des économies actuelles qui sont de type économie mixte. Si on a juste une classification en 3 points, donc en point extrême, milieu et à l'autre extrême, évidemment, vous comprendrez que les États vont se situer à un degré divers. Donc, certains vont être plus portés vers la droite, d'autres un peu plus portés vers la gauche. Comme au Québec, selon toute vraisemblance, selon plusieurs analystes, on serait une société beaucoup plus à gauche parce que l'État joue un rôle très, très, très important dans l'économie, dans ses dans l'encadrement de l'économie, en général du marché aussi. On pourrait parler par exemple de la société albertaine, donc de la province d'Alberta, qui sera peut-être un peu plus à droite, puisque l'État joue un rôle minimal dans son économie. Donc les économies mixtes, c'est un mélange. Donc l'État joue un certain rôle. Pas total, certain rôle. Entre autres, il va encadrer les défaillances de marché. Quand on parle des défaillances de marché, je vous invite à lire votre manuel. Je crois que c'est à la page... donnez-moi juste un instant que je confirme. Je crois que c'est à partir de la page 56 de votre manuel. Donc, je vais le indiquer ici, page 56. Donc, les différentes défaillances de marché, comme entre autres la présence d'externalités. Quand on parle d'externalités, c'est par exemple la pollution. Donc, un produit ou une conséquence d'avoir une économie plus dynamique, une industrie forte, une industrie lourde plus forte, évidemment, ça fait au détriment généralement de l'environnement. Donc, l'État va avoir un rôle à jouer pour encadrer ces entreprises, pour les forcer à adopter des pratiques environnementales saines. Donc, le rôle, c'est d'encadrer la défaillance des marchés. Le marché, évidemment, a sa place. Il est présent dans l'économie, il joue son rôle, mais il va être encadré par l'État. Donc, comme un père bienveillant, nous allons surveiller le bon déroulement des marchés. Évidemment, la propriété privée, elle va être à la fois privée, donc possédée par les individus et l'État, et collective. Quand on parle de propriété collective, ça peut être par exemple les sociétés d'État. Sociétés d'État, et pour vous donner un exemple, on pourrait parler d'Hydro-Québec, par exemple. SAQ, aussi, donc Société des alcools. SQDC, qui est un excellent, donc la Société québécoise du cannabis, SQDC, Société québécoise du cannabis. Donc ici, une production qui était autrefois laissée au marché privé, donc le marché, même dans ce cas-ci, le marché noir, eh bien maintenant est contrôlé par une partie est contrôlée, donc la vente est contrôlée par l'État. La production, elle, demeure sous autorisation au privé. Donc, et les propriétés privées, bien, madame et messieurs, vous pouvez toujours vous acheter des usines, partir, démarrer vos entreprises. Donc, c'est vraiment un modèle qui est mixte. Ensuite, donc l'État va jouer un rôle important, mais pas, il va jouer un certain rôle, pas majeur. Certaines sociétés, ça va être un peu plus important, mais en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État va jouer un rôle. Généralement, il va servir d'encadrement au défaut de l'économie capitaliste. Et les propriétés privées vont être à la fois privées et à la fois par les sociétés d'État. Et généralement, on va laisser le marché libre à lui-même pour stimuler la compétition quand ça va bien. Puis, qu'on juge des endroits un peu plus stratégiques ou qu'il manque certains services, comme par exemple le service de la santé. On pourrait parler du système de santé, par exemple, pour contraster entre les deux. Vous avez qu'aux États-Unis, je peux effacer, non? Donc, aux États-Unis, le système de santé est presque
exclusivement privés et quelques compagnies, quelques entreprises hôpitaux publics, tandis qu'au Québec, il est 100% public. Donc, ici, nous, au Québec, on a dit que l'État prend le système de santé sous sa charge parce qu'il dit qu'au privé, la quantité de soins offerts ne serait pas assez importante, puis le coût serait beaucoup trop dispendieux, ce qui est le contraire du système américain où, cette fois-ci, les hôpitaux sont gérés par des entreprises privées et donc, on juge que c'est l'économie de marché qui doit le gérer. Donc, tout ça pour résumer. On va résumer le tout ensemble. Ben, en fait, il va rester un dernier élément à vous montrer. Toujours avec l'équation de droite et de gauche ici. Et ici de droite. Je vous ai dit qu'il y a différentes écoles de pensée. Et ça, c'est le mixte, donc le milieu. Le mixte, ça va être généralement associé à l'école keynésienne. Donc, celle de John Maynard Keynes, où ici, ça, c'est une école qui est arrivée dans les années 1900, à partir des années 1930 à peu près, qui disait en fait, qui remettait en question que dans le fond, avant les keynésiens, on avait l'école qu'on disait classique. Donc, l'école classique, école classique. Eux, ils disaient dans le fond que les marchés laissés libres à eux-mêmes s'auto-équilibrent. Donc, si on voit par exemple qu'il y a un phénomène de pénurie ou de surplus, eh bien, ce surplus, cette pénurie va être que temporaire. Or, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir des années 30, on se rappellera qu'en 1929 plutôt, il y a eu un énorme crash économique. Puis ce crash-là, lui, s'est duré très, très, très longtemps, jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Donc ici, ce que les Keynésiens sont venus faire à partir des années 30, entre autres avec John Maynard Keynes, économiste britannique, c'est que lui, il est venu dire, bien finalement, le marché, là, l'autorégulation, là, ça ne marche pas trop. L'équilibre, quand on regarde dans le modèle global, donc dans le modèle OGDG, quand on regarde dans le modèle OGDG, ben, le déséquilibre, il est tout le temps là. Donc, l'économie ne revient pas naturellement. Donc, c'est pour ça que lui, il va préconiser une intervention de l'État pour stimuler la demande. Donc, lui, il dit l'État doit intervenir quand l'économie ne va pas bien pour stimuler puis retourner par lui-même à une situation d'équilibre. Ici, j'ai parlé des Keynésiens, mais ici, on peut évidemment parler d'Adam Smith. Adam Smith, père fondateur de l'économie, qui lui va beaucoup... Et c'est un auteur qui était très déformé, en fait, parce qu'Adam Smith a parlé de la main invisible une seule fois dans son manuel, puis aujourd'hui, ça a été détourné à toutes sortes de fins. Mais essentiellement, ce que Smith disait, c'est que l'État a un rôle à jouer, entre autres pour l'éducation. Donc, c'est pas juste de dire que le marché régule tout. Et donc, ça, c'est les Keynésiens. Adam Smith, dans l'école un peu plus à droite, donc, qui font confiance au marché et très peu dans l'État. On a évidemment l'école monétariste de Milton Friedman. Donc, à partir des années 1970, dans ce qu'il faut si je fais, mettons, une ligne du temps, donc, à partir, mettons, des années 1930, on a vu le courant de Keynes, de John Maynard Keynes, jusqu'à peu près les années 1970, où après ça, on a vu en fait que les politiques de la demande, donc de stimuler la demande agrégée, fonctionnaient pas très bien dans un contexte particulier, entre autres celui de la stagflation. Parce que normalement, selon la théorie keynésienne, on disait que si on veut lutter contre le chômage, il faut en fait avoir une des conséquences de la lutte au chômage, donc de stimuler la croissance économique, c'est qu'on va avoir de l'inflation. Or, ce qu'on a vu, c'est que même si on stimulait l'économie par la demande agrégée, ben en fait, ce qu'on voyait, c'est que malgré le fait que le chômage augmente, on voyait au même moment que l'inflation augmentait, alors que normalement, si l'inflation monte, le chômage est supposé diminuer. Donc, c'est pour ça qu'à partir de 1970, les monétaristes sont arrivés comme une place, en fait, leur école de pensée est devenue dominante et qui a remis en cause toutes les questions d'intervention de l'État
Et eux aussi, un peu comme les classiques, disaient en fait que les interventions du gouvernement ne servent pas à grand-chose, à part créer des problèmes qui sont pires, entre autres, quel problème? Celui de l'inflation, qui est une forme de taxe déguisée. Donc, puis avant Keynes, on pourrait dire c'est l'époque très de l'école classique d'Adam Smith, donc à partir de la Révolution industrielle, on pourrait dire 1774, 74-76, selon quel manuel qu'on regarde. Et évidemment, entre-temps, on a eu les marxistes. Et c'est là que je vais en venir, les marxistes ici. Donc, l'école marxiste, l'école avec le philosophe Karl Marx, qui lui, contrairement aux autres, va carrément dire que le marché n'est pas en fait, qu'il y aura une forme de lutte des classes. Le marché n'est pas très bien pour réguler l'économie. Il va plutôt préconiser une propriété collective des moyens de production au lieu d'une propriété privée. Donc, voilà pour ce qui est de ce petit tour rapide des différentes écoles de pensée, mais aussi des différentes formes de structure. Donc, ça, c'est des écoles de pensée. Je vais juste vous l'écrire ici. École de pensée. Et ce que nous avons vu un peu plus tôt ici, c'est vraiment les systèmes politiques, les différentes classifications. Donc, je vous invite à consulter votre manuel, à faire les lectures également pour pouvoir compléter ce petit tour d'horizon.